Merci à vous deux de m'avoir invité. Effectivement, il y a une quarantaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait me demander de parler de biologie et société. En fait, c'est vraiment un sujet qui se fait très bien à biologie et société. Vous verrez dans la deuxième partie de ma conférence. Alors, le choix du sexe, effectivement, c'est un choix qui se fait sans que l'individu le décide, puisqu'il s'échappe à sa volonté. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est la deuxième partie de ma conférence. Alors, le sexe, ben, évidemment, ça a beaucoup inspiré beaucoup d'artistes. Je vous montre un tableau de Rubens ou bien un tableau de Caravage que vous pouvez aller voir à Jacquemart-André. Et quand vous voyez cet individu, si vous allez voir le titre de cette peinture, Caravage a marqué « le joueur de luth ». Or, il a un côté très féminin. On aurait pu imaginer, vu le comportement de Caravage, qu'il ne pouvait être que masculin. Mais les spécialistes de musique me disent que la musique est masculine, elle ne peut pas être féminine. Je ne savais pas. Non, c'est un homme. Il est féminisé, mais regardez aussi, ce sexe, on le voit aussi dans les meubles. Et vous reconnaissez tout de suite masculin, féminin, vous n'avez pas besoin de code. Alors, qu'est-ce que c'est que le sexe? Alors, c'est ça la question essentielle auquel il faut répondre comme toujours. Alors, il y a plusieurs définitions pour soit la définition du généticien, est-ce qu'il y a le chromosome Y? Et cette définition n'est pas bonne parce que vous verrez qu'il y a des malades qui sont garçons sans Y et des femmes avec Y. La deuxième définition, c'est la gonadique, et c'est ce que nous privilégions parce que la gonade va produire des hormones qui vont faire que les hommes n'ont pas d'utérus et les femmes ont d'utérus, et des hormones masculinisantes qui font qu'on va avoir des organes génitaux internes et externes masculins. Alors évidemment, la question, c'est en fonction des organes génitaux masculins-féminins, on est masculin et féminin, et c'est ce qui définit un sexe civil. Alors tout autre est comment certaines personnes s'identifient. Alors on est dans le domaine des transgenres, on est dans le domaine des homos, qui est un domaine très difficile. Quand j'ai commencé ce travail, beaucoup d'homosexuels venaient me visiter en me disant « Professeur, vous pourriez me dire vraiment s'il n'y a rien d'organique ?» Ils cherchaient une organicité dans le sexe, et c'est un sujet qu'on peut discuter. Alors évidemment, la définition sociale, c'est la raison pour laquelle l'OMS a décidé de définir sexe et genre. Le mot genre, le mot sexe, c'est la caractéristique biologique et psychologique, et le mot genre, c'est comment quelqu'un est défini socialement. Donc l'OMS a jugé nécessaire dans notre société, dans nos sociétés, d'avoir des règles. Alors, je vous signale que effectivement, le sexe est gonadique et karyotypique, et je vous l'ai dit que ce n'est pas la bonne définition, c'est notre définition de biologiste qui vont faire que quand on a un testicule à cause du chromosome Y, on va produire des organes génitaux internes et externes et nous seront définis mâles comme civilement, et inversement, quand on a un ovaire, on produit pas l'hormone antimullérienne, donc on va avoir un utérus, des trompes et des organes génitaux externes féminins. Donc c'est ça un peu comment on construit un sexe, à partir des chromosomes qui nous font avoir des gonades, des organes génitaux internes et externes, masculins, féminins. Mais il y a un élément intéressant dans la construction du sexe, quand on regarde ce développement, c'est un développement qui, chez l'homme, commence par une structure que l'on appelle la craie génitale, et qui, à la 6e semaine, cette structure va donner un testicule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut 2 semaines après pour que l'ovaire apparaisse. Donc, il y a un décalage. Je vous dirai pourquoi notre modèle est compatible avec ce décalage. Mais ce qui est important, c'est qu'avant 6 semaines, l'embryon est bipotentiel. Il peut à la fois devenir masculin ou féminin si on manipule si on enlève la gonade masculine, l'individu va devenir féminin. Certes, avec un karyotype
féminin ou masculin, mais les organes génitaux, quand on enlève cette structure très tôt, quel que soit le sexe, on va devenir féminin, quels que soient les chromosomes. Et donc, ça pose le problème de la bipotentialité qui pourrait expliquer certains phénotypes chez l'homme, mais avec un décalage. Alors, voilà ce que nous savons aujourd'hui, la conclusion. Au bout de 40 années de travail que moi et d'autres ont fait, c'est qu'on a une gonade bipotentielle qui est colonisée par les cellules germinales, et en présence du chromosome Y, on va avoir un testicule, et en l'absence du chromosome Y, on va avoir un ovaire. Avec des gènes, je vais vous décrire comment elle les a isolés et un peu comment est la démarche d'un généticien. Mais avant, il y a eu un débat entre nous. Alfred Jost disait que la femme, c'est un mâle par défaut. À cause de ses expériences de lapin, quand il enlève la gonade mâle d'un lapin, le lapin va devenir féminin, quel que soit son karyotype. Donc il disait, l'absence de gonade définit un sexe féminin. Et moi, à la suite d'expériences que je n'ai pas le temps de vous décrire, mais nous avons fait un modèle qui dit c'est l'inverse. Il y a un gène de la masculinité et il y a un gène Z de la féminité, et je vous décrirai pourquoi et comment nous l'avons défini. Donc c'est complètement opposé au modèle d'Alfred Jost. Alors la question qui se pose pour un généticien, c'est comment on peut étudier le chromosome Y. Comme vous le savez, le chromosome Y est tout seul. Il n'a pas de partenaire. Donc pas de recombinaison, pas de méiose. Donc comment peut-on faire de la génétique sans méiose? Comment peut-on faire de la génétique non mendélienne? Et je vais vous montrer comment on a fait. Et la question, c'est, grâce à cette génétique, comment on a isolé ces gènes, masculin, féminin, et comment, grâce à ces gènes, on peut utiliser le chromosome Y, je n'en parlerai pas, pour des génétiques de population, de filiation, et aussi comment on peut utiliser, et je ne l'ai pas utilisé à volonté, je ne voulais pas utiliser mes résultats pour le sexage des embryons. Alors, la réponse à ces questions que je viens de vous poser, c'est grâce aux patients. Alors, vous savez que le généticien, quel que soit l'organisme, il travaille avec des mutants. Donc, nos mutants, nous, c'est les malades. Et les malades, on ne les appelle pas intersexes, on les appelle DSD ou désordre du développement du sexe. Ce sont des malades qui ont des ambiguïtés et qu'on appelait avant les intersexués, maintenant qu'on appelle DSD, désordre du développement du sexe. Alors voilà ce type de malades sur lequel nous avons travaillé. Alors nous avons des hommes qui sont XX et qui consultent parce qu'ils sont infertiles. Et nous avons des femmes XY qui consultent parce qu'elles sont infertiles ou qu'elles ont des cancers de l'ovaire. C'est ça les patients, c'est ça les mutants que nous avons étudiés depuis une quarantaine d'années. Voilà un garçon, c'est un garçon normal, mais vous voyez, il n'a pas de chromosome Y, il a deux chromosomes X. Ou des hermaphrodites. Alors je vous ai montré une sculpture bantoue, parce que, pour des raisons que nous ignorons, il y a beaucoup de ces intersexes en Afrique noire. Peut-être pour des raisons génétiques, ou peut-être pour des raisons d'environnement, je ne le sais pas. Alors, comment nous avons pu étudier le chromosome Y sans l'aide de Mendel? Alors, tout ça a démarré, comme toujours, par le hasard. J'étais en sabbatique à l'Institut Weizmann et j'ai rencontré un groupe de chercheurs, Menachem Marcus et Ruth Voss, qui travaillaient sur des hybrides somatiques, et ils avaient fait un hybride avec 4 chromosomes Y. Alors, nous pouvons isoler ces chromosomes Y avec du tri de chromosomes. Nous avons isolé ces chromosomes Y, nous avons fait des banques d'ADN, et nous avons étudié cet individu XX mâle. Alors, ça, c'est un Sorvern. Ça, c'est des bandes de l'Y normal qui sont absents sur l'X. Et vous voyez que ces hommes XX, ils ont des bandes de l'Y. Pas tous. Et si on avait la lumière très basse, je ne sais pas si on peut la voir. On peut la voir, la lumière très basse, Claudine? Ça n'améliore pas, c'est pas grave. Regardez ici, vous croyez. Si vous me croyez, c'est pas grave, ça ira, Claudine.
Si vous me croyez, vous avez 2 taches rouges ici. 2 taches rouges, vous me croyez, regardez, vous les voyez, 2 points rouges, ça veut dire que grâce à nos sondes Y qu'on avait isolées précédemment, on retrouve de l'Y sur le chromosome X. Ça veut dire que ces hommes XX, ils ont un X normal et un X qui a accris du matériel Y du chromosome Y. Matériel Y du chromosome Y. Donc ça veut dire que chez ces malades, ça c'est un Y normal, un X normal, chez ces malades XX, il y a un morceau d'Y qui est allé sur l'X et qui a fait que cet individu XX est mâle. Ça veut dire que dans ce morceau Y qui est allé sur l'X, il y a le matériel que nous cherchons. Et inversement, des femmes qui ont perdu ce matériel Y n'ont pas ce matériel, donc ils deviennent des femmes. Enfin, des femmes entre guillemets. Tout dépend comment on accepte le mot masculin-féminin. Et donc, inversement, donc nous sommes rendus compte qu'il y a des hommes qui ont du matériel Y, qu'il y a des femmes qui ont perdu ce matériel Y, et vous voyez que la quantité de matériel Y qu'on trouve chez les hommes est variable. Il y en a très peu, il y en a beaucoup, etc. Donc, grâce à cela, on fait une carte. Sur le phage, ça s'appelle une carte délétionnelle. Donc, c'est la même méthodologie. Donc, on a une carte du chromosome Y, en l'absence de Mendel. Et donc, il y a un patient exceptionnel, c'est un don de la nature, qui nous a donné le plus petit morceau de chromosome Y. Et je vous montre cette famille dont j'ai caché le nom. Dans cette famille, il y a 2 individus qui sont XX mâles. Et donc, grâce à leur aide, nous avons étudié leur matériel, la plus petite quantité de matériel Y pour être homme. Et voilà, c'est une très petite quantité. Nous avons étudié ce petit fragment. Et dans ce petit fragment, nous avons isolé le gène que nous cherchions. Alors, c'est un gène qui code une protéine relativement bien conservée, mais avec des variations. Vous voyez, la souris, elle exprime uniquement pendant un jour et demi. Nous, l'homme, la chèvre et le porc, l'expriment d'une manière continue toute sa vie. Donc ça explique ces variations. Et inversement, nous avons étudié une femme XY qui consultait pour une infertilité. Je vous montre ce gars, c'est intéressant. C'était un travail que nous avons fait il y a une trentaine d'années. Voilà cet individu qui est XY. Elle est d'origine africaine et elle nous a consulté pour une aménorrhée. Et c'est intéressant parce que quand on a étudié son morceau de chromosome Y sur son Y, voilà sur un homme normal, sur le père, il y avait ATG méthionine et elle avait ATA isoleucine. Donc vous voyez, c'est quand même toujours frappant, cette fragilité de notre être. Un G en A fait qu'on passe du phénotype garçon au phénotype féminin. C'est toujours impressionnant, notre fragilité qui touche cet individu. Alors, cet individu, elle peut avoir des enfants parce qu'elle a quand même un utérus, donc elle a fait un don de... Alors, ces découvertes que nous avons faites nous ont permis de faire un grand colloque international. Et là, je me permets de parler de Menachem Marcus qui nous a donné cette lignée, Ruth Voss qui est ici, et mes collègues. Donc, c'était une grande découverte que nous avions à l'aborder. Mais la question que nous nous sommes posée, c'est, bon, certes, il y a ce gène de l'Y qui fait qu'on est garçon et pas fille, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'un gène contrôle quelque chose d'aussi complexe? Et là, à nouveau, les malades sont intervenus parce que nous avons trouvé des hommes qui sont XX sans ce gène. Donc, on pouvait être garçon sans ce gène clé. Et je fais une histoire courte. Ce gène, nous l'avons isolé. Enfin, mes compétiteurs allemands l'ont isolé. Il s'appelle SOX9. Vous voyez que SRY dans une gonade de souris est en rouge. Et puis ce gène apparaît un peu plus tard. Donc il y a le gène SRY qui contrôle ce deuxième gène. Donc voilà l'histoire que nous connaissons. Et la fin, c'est la suivante. Bon, c'est une dizaine d'années de travail. Cette diapositive, c'est 10 ans de travail. On a donc ce gène qui est dans la cascade, SOX9, et
SRY agit sur son promoteur avec un autre gène qui permet l'expression de ce SOX9 dont je vous ai dit qu'il était un peu plus en deuxième temps, qui lui-même s'auto-active, qui permet la production de testostérone par le testicule ainsi constitué, et la production d'AMH qui fait qu'un homme n'a pas d'utérus. Donc voilà, en quelques diapositives, une trentaine d'années de travail, mais qui nous montrent qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup, mais pas assez. Parce que la question... Donc voilà un peu ce que nous avons, pas moi, mais d'autres ont étudié. Vous voyez que ce gène primaire du sexe, on le retrouve sur la plupart des mammifères, que le gène en cascade qui est activé est beaucoup plus conservé, même chez les batraciens, même dans ces espèces où la détermination du sexe n'est pas génétiquement contrôlée, mais par l'environnement. Les batraciens ou les alligators, c'est la température du développement de l'œuf. Les poissons, c'est le nombre d'individus. Donc, le contrôle du sexe se fait environnementalement, mais avec un gène de la cascade qui est toujours présent. Ça veut dire que ce gène est activé par des facteurs non génétiques. Et le troisième gène dont je ne parle pas, qui est un gène de maintien, parce qu'en génétique, il ne suffit pas de faire un organe, il faut le maintenir. Donc, vous avez des cascades de gènes qui sont là pour ce maintien. Alors maintenant, la question, c'est et l'ovaire. Comment est constitué l'ovaire en l'absence de chromosome Y? Et c'est là où je vous décris notre modèle que nous avons été amenés à cause de cas familiaux. Alors, notre modèle est le suivant. Pour être femme, il faut avoir un gène Z. Et ce gène Z bloque les gènes de la masculinité. Donc, les femmes ont un gène qui empêche d'être mâles. Et le gène SRY dont je vous avais parlé, qui est le chromosome Y, lui, bloque ce gène Z. Donc, un inhibiteur d'inhibiteur. Et ce résultat-là, je l'avais compris lors d'un séminaire de Irène Verkovitch, qui faisait un séminaire au Collège de France sur la levure, et qui avait montré que des inhibiteurs d'inhibiteurs avaient été un signal positif. Donc en l'écoutant, mais je me suis dit, c'est ça ce modèle que nous cherchions. Donc vous voyez comment, en fin de compte, le hasard des choses, qu'un conférencier vienne au Collège de France, invité par François Jacob, qui fasse une conférence sur quelque chose qui m'a tout de suite éclairé. C'est le rôle du hasard d'une personne, comme disait Pasteur, éclairée, évidemment. Et donc, voilà, donc, les femmes ont un gène Z, et je vous montrerai ce que c'est que ces gènes Z tout à l'heure, et donc qui bloque la masculinité, et évidemment, les individus qui sont Z-, ben, ils n'ont plus cet inhibiteur, donc ils sont masculins. Il y a deux façons. Oui, ça, c'est des malades, ça. C'est des malades. Mais pour être mâle, il faut avoir le gène Z qui bloque, qui bloque SRY, qui bloque pas SRY. Non, c'est Z qui empêche d'être mâle et Z qui empêche Z d'être actif. Alors voilà un petit peu ce que nous connaissons aujourd'hui, comment être femme ou comment être homme. Alors voilà ce fameux gène Z. Donc je vous ai dit que ce gène Z, il doit avoir une action anti-mâle. Ça veut donc dire que si on mute ce gène chez un individu XX, il va devenir mâle. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, nous ne pouvons pas le faire chez l'homme. Donc, pour démontrer notre modèle, nous sommes allés chez des malades qui étaient mâles XX et nous avons isolé ce gène FOXL2 pour montrer que ce gène FOXL2 a une activité anti-mâle. Nous sommes allés à l'INRA. Donc ce gène FOXL2, c'est ça, ce gène Z, activité anti-mâle. Normalement, il bloque le développement d'hormones mâles, il bloque les activités testiculaires, donc il a une activité anti-mâle. Alors, comment démontrer qu'un gène responsable du développement de l'ovaire a une activité anti-mâle? Donc, nous sommes allés à l'INRA, collaborer avec l'INRA, et
il était décrit depuis le début du siècle dernier des chèvres qui n'avaient pas de cornes, des chênes sans cornes. Et ce que nous avions remarqué, c'est que ces chênes sans cornes, croisées entre elles, avaient des mâles XX. Donc ça veut dire que ces chênes sans cornes hétérozygotes, à l'état homozygote, avaient un gène antimâle qui ne fonctionnait plus. Donc ce gène antimâle, c'était ce gène que j'avais précédemment décrit, FOXL2. Donc FOXL2, grâce aux techniques de Casper, a été cassé dans des cellules embryonnaires précoces. Donc elles ont été cassées par des techniques Zinfinger. Et vous voyez que voilà un pore féminin, pore masculin, et voilà le résultat de nos opérations, féminin, masculin, et vous voyez que cet individu XX n'est plus féminin, mais masculin. Il a des organes, il a des testicules. Donc voilà la preuve qu'effectivement, un gène nécessaire au développement de l'ovaire, quand on le casse, il perd son activité antimâle et il permet de masculiniser. C'était la démonstration de notre modèle pour l'instant. Donc ça veut dire que le déterminisme du sexe, certains l'appellent la guerre des sexes. Il y a les gènes du sexe mâle et les gènes du sexe féminin, et c'est la compétition entre les deux. Mais c'est une compétition beaucoup plus subtile. C'est un problème d'équilibre. Il y a, quand le gène de masculinité est plutôt actif à un haut niveau, on va avoir un testicule, et quand le gène antimâle est plutôt actif, on aura un phénotype féminin. Donc c'est un problème de bascule, et ça pourrait expliquer les ambiguïtés dans ce déterminisme qui n'est pas tout ou rien. C'est plus ça ou plus ça. Donc le déterminisme du sexe, c'est quelque chose qui n'est pas binaire, qui est quantitatif, et le dosage est particulièrement important. Et c'est surprenant pour une fonction biologique si essentielle. Alors, simplement en termes d'évolution, parce qu'il faut parler d'évolution, comme le dit Dobzhansky, le déterminisme du sexe, il varie. L'évolution a inventé plusieurs solutions, soit par la température, ou l'environnement, ou le nombre, soit par les chromosomes. Chez les aviaires, c'est l'inverse. Les individus hétérogamétiques, c'est-à-dire non pas XY, mais ZW, sont féminins. Et là, c'est chez l'homme. Donc, en conclusion de cette partie, je voulais dire que comment devient-on fille ou garçon, c'est ovaire ou testicule, que la pathologie, ça a été essentiel pour vous présenter ces résultats, pour faire la carte du chromosome Y, que le signal primaire SRY peut varier dans l'évolution, mais pas les gènes qui sont activés par ce signal primaire, que les gènes ovariens, c'est un processus actif, c'est un gène qui n'est pas, comme dit Jost, présent-absent, mais il y a un gène de féminité qui a une activité antimâle, que cette bipotentialité elle est instable, et que les DSD, les intersexes, c'est quelque chose qui a un continuum, c'est-à-dire que je vous aurais montré des malades, mais je ne souhaite pas vous montrer des malades, il y a des cas d'intersexes qui sont très masculinisés et des cas d'intersexes qui sont très féminisés. C'est une espèce de continuum qui est lié au fait du problème du dosage. 5 minutes, ça ira. Donc c'est la deuxième partie de ma conférence, c'est le problème des ambiguïtés du sexe. Et c'est là où le problème sociétal intervient. Donc voilà ce cartoon masculin-féminin. Alors c'est un domaine qu'on a à gérer régulièrement. Quand on fait une échographie du sexe, ça c'est une femme, ça c'est un garçon avec son petit pénis. Mais quand on regarde l'ADN du sang maternel, en général ça colle, mais des fois ça colle pas. Ce qu'on croyait une femme, il y a un chromosome Y. Ce qu'on croyait un homme, il n'y a pas de chromosome Y. Donc on a un problème urgent
de définir un sexe. En général, on choisit des prénoms ambigus. Et en général, jusqu'à quelques années, nous définissions avec la famille qu'est-ce qui était le plus facile d'en faire un garçon ou une fille, tout en voulant garder des problèmes de vie sexuelle compatibles et avec les parents. Alors tout ceci était possible jusqu'à il y a quelques années, mais maintenant les associations de malades nous l'interdisent, que la médecine ne doit pas décider à leur place et que l'adulte doit attendre pour qu'il puisse s'en en charge. Alors, il y a des cas dramatiques. Ah oui, d'abord, ce problème est ressorti lors des dernières élections présidentielles où un très grand nombre dans l'enquête, il y a beaucoup il y a sur une enquête de 20 000 individus, 166 en France ne se déclarent ni homme ni femme. Certes, ce n'est pas fréquent, mais c'est quand même quelque chose qui pose question à notre société. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 166 individus qui sont ni hommes ni femmes? Est-ce qu'on parle de sexe neutre? Est-ce qu'on parle d'une troisième catégorie? Et qu'en est-il pour les problèmes de filiation? Ils se déclarent pas d'un point de vue biologique, ils se déclarent ni homme ni femme. Mais d'un point de vue existentiel. Existentiel, sociologique. Là, je parle de genre, hein. Je suis dans le genre, là. Hein. On est dans les malades, on est dans le genre. Comment se sent-il? Et donc, que fait-on là? Appelle-t-on ça sexe neutre ou sexe troisième sexe? Alors, aux États-Unis, en Californie, cette notion de sexe neutre a été validée par la justice et même validée démocratiquement par un vote. En France, la Cour d'Orléans a accepté le sexe neutre, mais ça a été cassé par le Conseil d'État. Je vais vous montrer un exemple où les choses peuvent très mal se passer. C'est dans la compétition. Voici Semenaya. Elle est d'Afrique du Sud et vous voyez qu'elle est largement au-dessus de ses autres rivales qui sont pourtant remarquablement bien busquées. Cette femme est une hermaphrodite. Ça veut dire que dans ses gonades, elle produit de la testostérone, ce qui explique sa musculature. Alors, le problème, c'est que les médias se sont emparés de ce cas-là. On dit que cette femme-là, elle a triché. En fait, elle n'a pas triché. Biologiquement, c'est une femme, mais d'un point de vue gonadique, c'est un homme parce qu'elle a des testicules qui produisent de la testostérone. Alors, le drame, c'est que les journalistes en ont parlé, la presse en a parlé, et il est évident que quand elle est retournée dans son village, elle ne pourra jamais se marier parce qu'aucun homme ne pourra l'accepter. Mais le gouvernement sud-africain est responsable parce que le gouvernement sud-africain, il cherche absolument, pour son image, comme en France, à avoir des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc, il privilégie ces individus à la limite de la normale pour des images qui sont politiques. Et peut-être que ça nous arrive, je ne dis pas le nom, mais le nom, vous avez tous en tête le nom de cette excellente tennisman qui est... d'un point de vue féminin, discutable. Peut-être que c'est son cas, je ne sais pas. Alors, si j'avais eu le temps, je vous aurais montré une vidéo. Est-ce que j'ai le temps ou pas, Claudine? Non, pas le temps. J'avais un film qui raconte le drame de ces individus intersexués. C'est une vie dramatique. Ils ne peuvent pas avoir une vie amoureuse, ils ne peuvent pas avoir une vie sociale. Donc, très souvent, ils tombent dans la dépression et il y a un nombre non négligeable de suicides. C'est le drame, à côté de la découverte scientifique qui leur a permis de les définir comme garçons ou filles ou ambigus, qui se termine d'une manière, pour un échec pour la connaissance. Voilà ce que je voulais vous dire sur les déterminants du sexe.